Durant l'été 1970, sous le soleil brûlant du Mexique, l'équipe uruguayenne a vécu un parcours tragique et poignant. Arrivée au tournoi en tant qu'ancienne championne portée par le sang de la Garra Charrúa. L'esprit guerrier, elle incarnait bien plus qu'une simple équipe, un symbole de résilience. Parvenant aux demi-finales, elle ne cesse d'incliner que face au Brésil de Pelé, avant de s'incliner de justesse face à l'Allemagne de l'Ouest lors du match pour la 3e place. La génération uruguayenne de 1970 reste à ce jour l'une des équipes les plus combatives de l'histoire. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis cet été flamboyant. Le temps, avec ses lois implacables, a recouvert de poussière les gloires d'antan. Les jeunes hommes vigoureux de cette année-là ont chacun leur propre destin. Certains sont devenus des légendes immortelles. D'autres ont choisi une vie de réclusion. Et hélas, certains sont restés à jamais dans leur patrie. Aujourd'hui, en cette journée empreinte de nostalgie de novembre. 2025, revenons sur la vie et le destin des 22 héros uruguayens de cette année-là. Atilio Anqueta, défenseur central. DF, âgé de seulement 22 ans lors de la Coupe du Monde. 1990 fut l'un des meilleurs. Défenseurs centraux du tournoi, un roc en défense avec un style de jeu à la fois flamboyant et solide. Malgré son jeune âge, né en 1900, 48 Anqueta affichait le calme d'un vétéran. Non seulement il était redoutable dans les duels, mais il possédait également une excellente lecture du jeu et un jeu offensif incisif. Lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, il fut élu dans l'équipe type du tournoi. Un immense honneur aux côtés de légendes comme Beckenbauer et Carlos Alberto. Après le triomphe de la Coupe du Monde, la carrière d'Anqueta prit un tournant décisif au Brésil. Il rejoignit Grêmio et devint l'une des plus grandes idoles de l'histoire du club. Les supporters de Porto Alegre l'adoraient non seulement pour son talent, mais aussi pour sa loyauté et son professionnalisme. Il joua également brièvement pour Nacional, avant de prendre sa retraite. Après avoir raccroché ses crampons, Anqueta se consacra à la musique et à l'art. Une âme d'artiste se cachait derrière l'apparence d'un guerrier défensif. Il participait régulièrement aux événements de Grêmio et était considéré comme un trait d'union culturelle entre le football uruguayen et brésilien. Étonnamment, le calme et l'élégance d'Anqueta sur le terrain semblent se refléter dans sa vie privée. Sans tapage ni scandale, il mène une vie paisible, respecté de tous adversaires comme coéquipier. Un véritable gentleman du football sud-américain. Aujourd'hui, à 77 ans, Atilio Anqueta coule des jours paisibles au Brésil et mène une vie saine et épanouie. Il apparaît encore régulièrement dans les médias pour partager ses souvenirs témoins vivants d'un âge d'or du football et source d'inspiration pour les jeunes générations du Grêmio. Roberto Matosas, défenseur milieu de terrain de 30 ans lors de la Coupe du Monde. 1970 était un joueur polyvalent et intelligent jouant un rôle clé dans la liaison entre la défense et l'attaque. Né en 1940, il apporta à l'Uruguay l'expérience d'une légende de Peñarol et de River Plate lors de la Coupe du Monde. 1970 au Mexique. Matosas disputa les 6 matchs faisant preuve d'une endurance incroyable. Bien qu'il ne fût pas le plus rapide, son sens tactique aiguisé lui permettait d'apparaître toujours au bon moment pour désamorcer le danger pour son équipe. Après la Coupe du Monde de 1970, le destin le conduisit au Mexique. Il s'installa à San Luis et y passa la majeure partie de sa vie. La carrière d'entraîneur de Matosas fut également très riche, puisqu'il dirigea de nombreuses équipes au Mexique. Il est aussi connu comme le père de Gustavo Matosas, lui aussi un entraîneur talentueux. Outre le football, Roberto est un homme cultivé convaincu que le football doit être indissociable de la culture et de l'éducation. La vie de Matosas est celle d'un philosophe sur le terrain. Il joue au football non seulement avec ses pieds, mais aussi avec une grande intelligence.
Cette sagesse lui permet de traverser les hauts et les bas avec sérénité et de se forger une excellente réputation dans le milieu du football nord-américain. À 85 ans, Roberto Matosas vit toujours au Mexique. Retiré du monde du football, il profite de sa retraite auprès de ses enfants et petits-enfants. Bien qu'il ne soit plus directement à la tête de l'équipe, ses avis d'experts sont toujours respectés par les supporters mexicains et uruguayens. Ladislao Mazurkiewicz, gardien de but de 25 ans, né en 1945, surnommé l'Araignée Noire, fut le meilleur gardien de la Coupe du Monde 1970. Ses performances exceptionnelles au Mexique restent gravées dans les mémoires. Mazurkiewicz était l'âme des cages uruguayennes, toujours présent au bon moment pour des arrêts fulgurants. Son duel face à Pelé lors de la fameuse action impossible en demi-finale a été revu des millions de fois malgré une feinte de tir, son sang-froid et son jeu. Tout au long du tournoi, on fait de lui une légende digne du titre de meilleur gardien de la compétition. La carrière de Mazurkiewicz fut une succession de succès, avec Peñarol remportant la Libertadores et la Coupe intercontinentale. Après 1970, il rejoignit le Brésil pour jouer à l'Atlético Mineiro, où il devint également une légende. Il détint longtemps le record du plus grand nombre de participations à la Coupe du Monde pour un joueur uruguayen. Après sa retraite, il devint entraîneur des gardiens tout en restant fidèle à Peñarol discret sur sa vie privée. Il fut toujours perçu comme un homme chaleureux et humble, contrastant avec sa combativité sur le terrain. Sur le terrain, il était un roc infranchissable, un héros solitaire entre la victoire et la défaite. En dehors du terrain, il était un professeur dévoué, un symbole de professionnalisme. Cependant, le parcours de cette légende s'est interrompu. 2013 restera comme une année tragique pour cette génération. Le 2 janvier 2013, Ladislao Mazurkiewicz s'est éteint à l'âge de 67 ans des suites d'une insuffisance rénale et de problèmes respiratoires. Sa disparition a plongé le monde du football dans un profond chagrin, mais l'image du Spider-Man noir, en costume noir, demeure un symbole immortel. Julio Montero Castillo 26 ans, né en 1944, est un défenseur milieu de terrain incarnant à la perfection l'esprit guerrier de l'Uruguay. Célèbre pour son style de jeu intense et son acharnement au jeu, il est l'incarnation même de la Garra Charrúa. Lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, Montero Castillo était un véritable rempart devant les buts, prêt à se jeter dans la moindre zone dangereuse pour protéger son équipe. Il a disputé les 6 matchs, devenant un soutien moral indispensable pour tous ses coéquipiers. Il est également le père du célèbre joueur Paulo Montero, qui a hérité de sa ténacité. Après le tournoi, il continua à enchaîner les succès avec le national, remportant notamment la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale. En 1973, il partit également en Espagne pour jouer à Grenade. Le plus grand héritage qu'il laissa au football, outre ses titres, fut son fils Paulo Montero, qui devint plus tard un défenseur central légendaire de la Juventus, doté d'un style de jeu fougueux, à l'image de son père. Après sa retraite, sa vie resta étroitement liée au football. Il suivit et soutint régulièrement la carrière de son fils. La combativité de Montero Castillo sur le terrain semble avoir forgé un homme fort dans la vie. Il est un pilier pour sa famille qui a élevé une excellente génération. Aujourd'hui, à 86 ans, Julio Montero Castillo coule des jours heureux dans sa ville natale de Montevideo. Malgré une santé déclinante, ses yeux pétillent encore lorsqu'il évoque les batailles d'antan. Il est considéré comme l'un des doyens les plus respectés du club national. Hildo Manero, 22 ans né en 1947, était le plus grand espoir uruguayen de la Coupe du Monde, 1970. Milieu de terrain, il apportait créativité et finesse au jeu. Son but décisif contre la Suède, en phase de groupe, sauva l'Uruguay de l'élimination et révéla une nouvelle étoile. Grâce à sa technique individuelle remarquable, sa maîtrise du ballon et son sens tactique aiguisé,
Maneiro était l'élément décisif qui permettait à son équipe de faire la différence, chaque fois qu'elle avait besoin d'un sursaut. La carrière de Maneiro prit alors son envol. Il partit pour la France afin de jouer à Lyon, un choix audacieux à l'époque, et devint l'un des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire du club. Après sa retraite de joueur, il devint entraîneur et prit les rênes de l'équipe nationale d'Uruguay, homme d'une vision romantique du football. Il insistait toujours sur la beauté du jeu. Loin des projecteurs, Maneiro consacre sa vie à la formation des jeunes. Il souhaite transmettre aux générations futures les précieuses expériences acquises en Europe. Aujourd'hui, à 78 ans, Ildo Maneiro est toujours en pleine forme. Souvent sollicité comme consultant pour les grands matchs, il est une figure très respectée du football uruguayen. Julio César Cortés, 29 ans, né en 1941, évolue au poste d'attaquant milieu de terrain et est surnommé El Pocho. Joueur discret mais indispensable, il est appliqué, discipliné et infatigable dans ses déplacements. Lors de la Coupe du Monde 1970, Cortés a disputé les 6 matchs orchestrant discrètement le jeu de l'Uruguay, membre de la génération dorée de Peñarol, qui a dominé le monde dans les années 1960. Il a apporté à l'équipe stabilité, expérience et une combativité sans faille. Après la Coupe du Monde, Cortés a connu une carrière nomade et passionnante, jouant et entraînant dans de nombreux pays d'Amérique centrale comme le Mexique, le Guatemala et le Costa Rica. Il est devenu un véritable missionnaire du football, diffusant l'état d'esprit des champions dans de nouvelles contrées. Son passage comme entraîneur au Guatemala a été particulièrement fructueux. Il a mené l'équipe à la victoire au championnat UNCAF en 2001. Sa vie fut riche en aventures, mais son cœur resta toujours en Uruguay et vécut ses dernières années en Amérique centrale où il était vénéré comme une légende. Cependant, la triste nouvelle est tombée il y a peu. En juillet 2025, Julio César Cortés s'est éteint à l'âge de 84 ans. La disparition de El Pocho nous rappelle douloureusement que cette génération dorée nous quitte peu à peu pour toujours. Juan Mujica, âgé de 26 ans, et né en 1943, était un latéral complet, un profil rare pour l'Uruguay de son époque solide. En défense, il était également capable de soutenir des attaques puissantes et des montées audacieuses. Lors de la Coupe du Monde 1977, lui qui inscrivit le premier but de l'Uruguay contre Israël, posant ainsi les bases de leur parcours jusqu'à une demi-finale. Son style de jeu infatigable tant en attaque qu'en défense devint un élément clé du système tactique uruguayen apportant équilibre et innovation sur les ailes. Mujica a passé toute sa carrière en club au national où il a remporté tous les titres continentaux. 1. Il part ensuite en France pour jouer à Lille et à Lens, marquant durablement le paysage footballistique européen. Après sa retraite de joueur, Mujica devient un entraîneur talentueux, dirigeant le national et plusieurs équipes en Colombie et au Costa Rica. Doté d'une vision moderne du football, il est constamment en quête d'innovation. Sa vie était une succession ininterrompue de voyages de l'Amérique du Sud à l'Europe et vice-versa, un homme de travail toujours dévoué et responsable. Le 11 février 2016, Juan Mujica s'est éteint à l'âge de 72 ans. Sa disparition est une grande perte pour le football uruguayen et les clubs qu'il a entraînés. Il nous a quittés, mais son but contre Israël et ses courses infatigables lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique reste gravé dans la mémoire des supporters. Louis Cubilla, 30 ans, né en 1940, est un ailier surnommé La Bête, l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football mondial. Dès la Coupe du Monde 1970 au Mexique, il était une véritable star, doté d'une technique extraordinaire, d'une capacité de dribble exceptionnelle et d'une vitesse fulgurante.
Kubila a toujours été l'attaquant clé du système offensif uruguayen. Son sauvetage in extremis sur la ligne de but, synonyme de passe décisive lors du match contre l'Union soviétique, est resté l'un des moments les plus controversés et les plus célèbres de l'histoire de la Coupe du Monde, témoignant de son intelligence et de son talent. La carrière de Kubila est jalonnée de nombreux titres avec Peñarol Nacional et Barcelone-Espagne. Mais sa carrière d'entraîneur est encore plus brillante, puisqu'il a transformé Olympia Paraguay en une puissance continentale. Personnalité hors du commun au tempérament fougueux mais talentueux, il est un véritable parrain du football sud-américain. Sa vie était remplie d'histoires de malice et d'une soif insatiable de victoire. Il a vécu et respiré football jusqu'à ses derniers jours. Malheureusement, un terrible cancer de l'estomac a eu raison de ce guerrier. Le 3 mars 2013, Luis Kubila Cest éteint à l'âge de 72 ans. Cest, lui qui avait inauguré l'année tragique de 2013 pour l'équipe uruguayenne de 1970. Pedro Rocha Vingtsept en est en 1942 milieu de terrain attaquant surnommé El Verdugo. Le bourreau était la star incontestée de l'Uruguay et son principal espoir lors de la Coupe du Monde 1970. Le drame de l'équipe commença dès le premier match lorsque Rocha se blessa gravement contre Israël, le contraignant à déclarer forfait pour le reste de la compétition. Son absence est considérée comme la principale raison de l'élimination de l'Uruguay en finale, laissant un immense regret au sein de l'équipe et parmi ses supporters. Néanmoins, Rocha demeure une légende, notamment à São Paulo, Brésil et à Peñarol. Il est le seul joueur uruguayen à avoir participé à 4 Coupes du Monde consécutives. 1972, 1974. Sa vie après le football a été marquée par de nombreux problèmes de santé liés à la dystrophie musculaire. Il est décédé le 2 décembre 2013, mettant fin à une année 2013. Tragique pour le football uruguayen exactement un jour avant son 77e anniversaire. Rubén Barreño. Vingtix en né en 1944, évolue au poste d'attaquant redoutable dans la surface de réparation Illet, un membre éminent de la génération dorée du national. Lors de la Coupe du Monde 1970, il n'a disputé que 69 minutes en tant que remplaçant contre l'Italie, mais sa présence dans l'équipe a confirmé son talent de buteur. Capable de se positionner intelligemment et de conclure avec une précision chirurgicale, il se révèle un attaquant redoutable à chaque fois qu'il entre en jeu. Le point culminant de la carrière de Barreño ne survint pas lors de la Coupe du Monde 1970, mais un an plus tard en 1973, lorsqu'il remporta avec le Nacional un triplé historique championnat national, Copa Libertadores et Coupe intercontinentale. Il fut un élément clé de cette équipe, invincible. Par la suite, Barreño tenta également sa chance en Europe avec Troyes France et rejoignit le Racing Club en Argentine. Partout où il passa, il fit preuve de professionnalisme et d'une réelle volonté de contribuer. La vie de Barreño a été marquée par les voyages et l'adaptation. De jeune attaquant à Cerro au sommet du monde avec Nacional puis ses expériences en France, il est l'exemple même du professionnel précoce qui sait préserver sa forme et son image. Rubén Barreño a aujourd'hui 96 ans. Il a vécu une vie bien remplie et est considéré comme l'un des témoins historiques les plus importants du Nacional. Il est toujours régulièrement invité aux cérémonies commémoratives du club, où les jeunes supporters l'admirent comme une légende vivante tout droit sortie d'un livre. Víctor Esparrago, milieu de terrain de 25 ans, né en 1944, fut le héros de l'Uruguay lors de la Coupe du Monde de 1970. Il entra dans la légende grâce à un seul moment décisif, une tête à la 17e minute contre l'Union soviétique, le but en or, qui envoya l'Uruguay directement en demi-finale. Bien que discret, Esparrago était reconnu pour son travail acharné,
son intelligence et sa capacité à se montrer décisif lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. Et cette tête historique en fut la plus belle illustration. Après le tournoi, Esparrago s'installe en Espagne pour jouer à Séville et au Recreativo Huelva. Mais cesse sa carrière d'entraîneur en Espagne qui est véritablement remarquable. Il mène Cadix Valence et Séville à de grands succès. Il est respecté en Europe comme un stratège talentueux qui a importé la philosophie pragmatique mais efficace du football uruguayen. Il a choisi l'Espagne comme seconde patrie, menant une vie discrète mais prospère et respectée. Il incarne la réussite des joueurs uruguayens sur le vieux continent. Aujourd'hui, à 86 ans, Víctor Esparrago coule une retraite paisible en Espagne. Il a depuis longtemps quitté les bancs de touche, mais continue de suivre de près les performances de son équipe nationale. Julio Losada. Dix-neuf ans né en 1950 était le plus jeune attaquant uruguayen lors de la Coupe du Monde, 1970, bien qu'il ne fût qu'une remplaçante stratégique. Losada fut recruté pour créer des opportunités et acquérir une précieuse expérience. International, sa participation au tournoi à un si jeune âge constitua une étape importante dans son développement et son ascension vers une carrière internationale. Par un heureux hasard, Losada trouva sa seconde patrie en Grèce. Il rejoignit l'Olympiakos et y devint une véritable légende. Il joua pendant plus de 10 ans pour le club du Pirée, remportant de nombreux trophées et est considéré comme l'un des plus grands joueurs étrangers de l'histoire du football grec. Aujourd'hui, à 75 ans, Julio Losada est toujours vivant. Il est toujours vénéré par les supporters de l'Olympiakos et est souvent cité comme une légende vivante. Dagoberto Fontes. 27 ans né en 1943. Attaquant, était un joueur polyvalent et dévoué de l'Uruguay lors de la Coupe du Monde de 1943. Mondé 1970. Il s'est vu confier la tâche extrêmement difficile de marquer. Pelé en demi-finale, malgré la défaite de son équipe, l'effort et la combativité de Fontes étaient indéniables. Il a disputé 4 matchs durant le tournoi, donnant toujours le meilleur de lui-même et témoignant de la ténacité de la sélection uruguayenne. Sa carrière ultérieure s'est déroulée au Defensor et dans plusieurs clubs mexicains, Puebla Tigres. Après sa retraite, il a mené une vie simple, loin du tumulte des médias. Cependant, la triste nouvelle n'est parvenue que l'année dernière. Le 4 mai 2024, Dagoberto Fontes s'est éteint dans sa ville natale de Maldonado, à l'âge de 80 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque. Omar. Caetano 31 ans, né en 1938, défenseur milieu de terrain surnommé Cacho, est une légende vivante du Peñarol, bien qu'il n'ait pas disputé la moindre minute lors de la Coupe du Monde. 1970, il était sans conteste le leader spirituel de l'équipe uruguayenne. À 31 ans, Caetano, fort de son expérience, insufflait la passion et rassurait les jeunes joueurs comme Ancheta et Manero dans le vestiaire. Ayant déjà participé à la Coupe du Monde, 1966, et été témoin des plus grands succès de l'Uruguay dans les années 1960, il apportait stabilité et une précieuse expérience à l'équipe. La carrière de Cacho Caetano est une véritable ode à la fidélité. Il a passé la quasi-totalité de sa vie à porter le maillot noir et jaune du Peñarol 1961-1975. Il détient le record du nombre de participations au Super Clásico uruguayen entre le Peñarol et le Nacional, 57 matchs intenses et passionnés. Le style de jeu de Caetano était sobre. Il était le genre d'arrière-gauche tenace, persévérant et intrépide. Après avoir raccroché ses crampons, il a choisi la voie de la simplicité en se consacrant à l'entraînement des jeunes et en menant une vie paisible toujours proche des supporters du Peñarol. La constance et la loyauté absolue de Caetano sur le terrain se sont ensuite reflétées dans sa vie.
Il a vécu une vie de loyauté envers son club, ses coéquipiers et sa famille, devenant un modèle de caractère exemplaire pour un grand joueur. Cependant, la nature n'oublie personne. Le 2 juillet 2008, Cacho, Omar. Caetano s'est éteint à Montevideo à l'âge de 69 ans. Il fut l'un des premiers de sa génération à quitter ce monde. Sa disparition a plongé les supporters du Peñarol dans un profond chagrin, mais la légende du roi du Clásico perdure. Luis Ubiña, âgé de 30 ans et né en 1940, fut le capitaine exemplaire de l'Uruguay lors de la Coupe du Monde. 1940. 70. Évoluant au poste d'arrière droit, il était considéré comme un roc sur son aile, conservant toujours son sang-froid et sa maîtrise. En toutes circonstances, brassard de capitaine Ubiña dirigeait ses coéquipiers non seulement par sa voix, mais aussi par son esprit combatif et son calme imperturbable. Il était toujours présent dans les moments cruciaux, assurant la solidité de la défense et insufflant confiance à ses jeunes coéquipiers lors des matchs les plus intenses. Après la Coupe du Monde, Ubiña a poursuivi sa quête de titres mondiaux avec le Nacional en 1971. Il était de ces joueurs qui ont consacré leur vie entière à leur club sans se soucier de la gloire ou de la fortune. Après sa retraite, il a mené une vie simple et humble, dans le quartier de Cerro où il était né et avait grandi. Il s'est impliqué dans la vie communautaire, aidant notamment les enfants défavorisés à jouer au football, incarnant ainsi les qualités d'un grand capitaine. Sur le terrain, Ubiña incarne le guerrier majestueux, mais dans la vie, c'est un voisin, amical et attachant. Ce contraste ne fait que mettre en valeur sa grande personnalité. Mais voilà que le destin a rappelé une autre légende, en 2013. Le 17 juillet 2013, Luis Ubiña s'est éteint à l'âge 73 ans. Il est parti quelques mois seulement après son coéquipier Mazurkiewicz, laissant un immense vide dans la défense de l'équipe du ciel. Julio Morales. 25 ans, né en 1945, évoluait au poste d'attaquant et était surnommé Cascarilla. Malgré sa petite taille, il possédait une excellente technique et était un fer de lance redoutable de l'attaque uruguayenne. Lors de la Coupe du Monde 1970, Morales ne disputa pas tous les matchs, mais à chaque fois qu'il entrait en jeu, il faisait la différence grâce à sa vitesse, son habileté et sa capacité à déstabiliser la défense adverse, devenant ainsi un attaquant de harcèlement typique et efficace. Après la Coupe du Monde, il est devenu une légende au National puis à l'Austria, Vienne, Autriche, où il a joué pendant de nombreuses années et est devenu une idole en Europe. Il a été l'un des premiers joueurs uruguayens à se faire un nom dans le championnat autrichien. La vie de Morales fut paisible après sa retraite, il continua à entraîner les jeunes. Cependant, la loi du temps avec la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort n'épargnent personne. Le 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin, Cascarilla s'est éteint à Montevideo à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui un souvenir inoubliable pour les supporters du Nacional.